Quoi. Ils étaient tous ceux qui sont partis de ça. Ça faisait 2 jours qu'on était à l'Empirole quand on nous a dit que le général de Gaulle venait nous voir. Et alors là, il passe en revue tous ce qu'on était là. On était environ dans les 300-400, quoi. Et alors, mais quand il a commencé à serrer la main, en ligne de file, c'était tous des Iliens. Alors c'est là qu'il a dit qu'on était le quart de la France. Il faut savoir qu'il y avait au moins 60 ou 70 000 hommes des armées françaises en Angleterre. Mais je crois que lui-même, dans ses mémoires de guerre, a dit qu'à la fin du mois de juillet, il y avait moins de 7 000 hommes qui avaient été ralliés et qui étaient prêts à continuer le combat avec lui. L'Angleterre, à ce moment-là, est dans une situation extrêmement difficile et beaucoup d'Anglais et beaucoup de Français qui sont en Angleterre pensent que les Allemands vont tenter un débarquement. Par conséquent, l'arrivée d'une centaine de marins, d'une grosse centaine de marins de l'île de Sein ne fait pas la révolution. Mais peu à peu, cela se sait. Et ça se sait en particulier dans ce petit monde de la France libre, dont je viens de dire que c'est un petit monde qui compte au maximum quelques milliers d'hommes. Et c'est à la fois une curiosité, parce que cette centaine de marins, dont les plus jeunes sont des mousses de 14 ou 15 ans, et dont les plus vieux ont déjà 60 ans, cette centaine de marins est assez étrange. On se demande comment ils ont pris leurs décisions ensemble, si vous voulez. Il y a une sorte de curiosité. Et d'autre part, de respect aussi pour des hommes qui, eux, n'ont pas hésité à quitter tout ce qu'ils avaient pour continuer la guerre. Et cela provoque le respect. Pour tous les postes, les forces navales libres trouvent des volontaires. Ces flottilles de chalutiers, chasseurs de sous-marins, dragueurs de mines, auxiliaires de tous ordres, sont des bateaux échappés de Boulogne, de Ligne de Sein ou de Calais. Les hommes qui les arment sont des pêcheurs, rudes hommes qui n'ont jamais craint la mort. Ils sont venus trouver en Angleterre plus qu'un refuge, un nouveau poste de combat. On leur demande avec nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, nous sommes venus de volontaires. On va faire la guerre. L'intéressé a déclaré avoir pris connaissance du statut du personnel des forces françaises libres. S'engage à servir avec honneur, fidélité et discipline dans les forces navales françaises libres pour la durée de la guerre actuellement en cours. Aucune objection? On nous avait trouvés trop jeunes pour aller dans l'armée. Alors on nous a envoyés à Bringback, côté Liverpool, faire du scoutisme avec un scout. À la fin, on a eu marre, on a écrit le général de Gaulle. On a dit qu'on n'était pas venu dans l'Angleterre pour faire du scoutisme. Alors, 3 ou 4 jours après, on nous a embarqués sur le Courbet, sur le quartier Courbet. Puis moi, j'ai passé la visite pareil, puis le docteur était là, il dit bon pour le service. Ben, j'étais brevet canonnier à 15 ans et demi, quoi. Même pas 16 ans, quoi. Je ne sais pas si c'est pas le 12 ou le 13. Et juillet, on a quitté Londres pour venir à Portsmouth. Quand il est venu nous voir, la première chose qu'il nous avait dit, demain vous allez partir sur un bateau français et ça servira de dépôt. Il s'appelle le Courbet. Sur le Courbet, quand on est arrivé, on était tous des Iliens, bien sûr, et quelques autres marins qui étaient venus volontaires aussi, venus de Liverpool, pour engager avec de Gaulle. Et on n'avait rien vu, ni canon, ni mitrailleuse, ni quoi que ce soit. Alors on nous faisait voir qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Et pour finir, on a pris la routine, quoi. Alors j'étais même pointeur sur un 37, là. Une école navale est ouverte à Portsmouth, sur le Courbet, puis sur le président Théodore Tissier, et sur ses annexes, les goélettes Étoile et Belle-Poule. La plupart d'entre nous qui étaient bord du Courbet, presque tous les jeunes, ça servait de machin, des canonniers, c'était canonniers que c'était, quoi. C'était la DCA, quoi, hein. Parce que là, à ce moment-là,
à partir de fin juillet, quand les cocos ont bien commencé à venir sur l'Angleterre, hein. On était 24 sur 24 presque au poste de combat. Hein. Ah oui. Ah oui, parce que là, ils faisaient 2 raids dans la journée et 2 autres dans la nuit, ça faisait 4. Et puis au commencement, ils venaient à Rasbourg. Hein. Les ballons qu'ils foutaient en l'air là pour les empêcher de s'entrebattre, tout ça, et puis le mitraille, ils foutent ça en l'air. Bon. Puis ça y allait, hein. Oui. Et alors il y avait un avion allemand, un gros bombardier, il nous pique dessus, il nous fout 6 bombes. Hein, le Courbet a fait, il levait plus d'1 mètre de l'eau avec. Hein, si ça aurait tombé, ces bombes-là auraient été tombées sur le Courbet, eh ben, l'île de Saint était tuée d'un seul coup. Parce qu'on était tous là. Tous. On a eu chaud aux fesses, hein, pour dire que là-bas, ça a été sur le pont. Hein. Donc les bombes ne tombaient pas loin. Hein. Les bombes incendiaires, il y a eu sur le pont pas mal. Et là-bas, on en a vu. Hein. Les bombes tombaient juste à côté. Mais les pieds, c'est là en amont. Hein. Ça tirait, hein, ça claquait. Hein. On était bien vus, les Anglais, parce qu'ils savaient bien que les bateaux se défendaient. Hein. Quelques mois se sont écoulés et le chef du gouvernement français de Londres veut passer en revue les premiers bâtiments d'une marine française renouvelée. Les volontaires de Grande-Bretagne et ceux qui, au péril de leur vie, ont quitté la France envahie, forment les équipages des navires venus de France et de ceux qui nous sont cédés par nos alliés. Il y en a qui disent, mais comment ça se fait, celui-là est parti d'Angleterre, il était infirme, il n'aurait pas dû aller en Angleterre. Et le général de Gaulle n'a pas demandé ça. Hein. Le général de Gaulle a dit à tout le monde, celui qui voulait le rallier, il n'a pas dit à eux de passer la radio avant. Hein. Même qu'ils étaient infirmes, et tout ça c'était bon. Hein. Moi j'ai vu des types qui ne parlaient pas même du tout, ils étaient dans l'armée, hein, dans la marine. D'ici, de chez nous, là, il y en a un qui était infirme, il a fait toute la guerre sous les corvettes. Un type qui boitait là. Ah oui. Ah oui. La première nouvelle que ma mère a reçue, c'était, je crois, j'ai ça dans son journal de bord ici, là. C'était un télégramme de la Croix-Rouge, télégramme de 25 mots, expédié le 23 septembre et arrivé au mois de novembre 42 ici. Voilà. Puisqu'ils étaient tenus de ne pas dire sans doute l'endroit où ils se trouvaient, et puis ils craignaient sans doute, surtout les représailles vis-à-vis des familles, alors qu'en réalité il n'y a pas eu de choses de ce genre. Et habite ville où Madame Floch fut institutrice, alors c'était Beyrouth. Santé excellente, mais ce souci sont de savoir comment vous pouvez vivre. Courage et espoir en 1943. Et il était optimiste. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'elle a reçu en 2 ans, près de 2 ans et demi. J'avais un oncle qui n'avait que 7 ans de plus que moi, que étant fille unique, je le considérais comme mon grand frère, qui est parti à l'âge de 16 ans. C'était mon idole. Avec ma grand-mère, nous avons vécu presque dans un deuil. On n'avait pas le droit beaucoup de rire. 5 ans, c'est long, hein. Surtout sans nouvelles. On s'arrangeait pour justement parler des pères qui étaient partis et on se demandait et où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que tu penses qu'ils vont revenir et ceci et cela. Et les bonnes sœurs, parce que c'était les bonnes sœurs, hein, venaient nous séparer. Pas, non, on joue à la récréation, on ne discute pas, on ne parle pas, on n'avait pas le droit de parler, il fallait jouer. Quand on a été rationné, on avait des tickets comme partout, mais c'était pas évident d'avoir probablement la marchandise à temps, surtout en hiver, et de deux, c'était assez restreint, au point de vue pain par exemple, c'était vraiment juste. Et je crois que quand on est enfant, on le ressent beaucoup plus, quoi, parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi on mange pas, pourquoi on n'a pas de pain, pourquoi il n'y a pas de sucre.
Pourquoi il n'y a pas de lait? Et c'était pas évident, c'était pas évident. Plus de pain. Le pain quotidien a commencé à manquer, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, très dur. Et ce qui nous sauvait un peu, c'était la cantine de l'école. On allait manger au presbytère, chez le recteur, mais très souvent, et c'est là qu'on a connu ce fameux pâté de Bernic qu'on nous faisait, qui était très bon, mais c'était pas suffisant. Hein. Alors moi, j'avais trouvé cette astuce, comme aurait trouvé n'importe quel gamin, en entraînant quelques autres avec moi, c'était de rendre la vie impossible aux Allemands pour pouvoir manger. Donc j'allais à l'abri du marin, et puis tant qu'on ne nous donnait pas du pain, on gueulait. Je m'est arrivé même, à coup de lance-pierre, de casser les carreaux sur l'abri du marin, parce que... Et on ne comprenait pas pourquoi les Allemands ne nous donnaient pas du pain, mais ils n'en avaient pas eux-mêmes. Et puis après, les choses se sont améliorées. De temps en temps, ils nous donnaient un repas. Donc on y allait. Il ne fallait pas avoir honte. Hein. Quand on a faim, on n'a pas honte. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai eu faim. Un jour, j'étais sur la cale, et il y avait un monsieur, un Allemand, je me rappelle, en tricot de peau. Hein. C'était le cuisinier qui m'avait offert du pain et de la soupe. Et il parlait un peu le français, et il m'avait dit, bah, si tu veux, mon petit, toi, nous, on vient là tous les 15 jours, tu viens, et puis je te donnerai... Alors, tous les 15 jours, j'avais quelque chose. Et je me rappelle toujours de ce cuisinier allemand, de ce matelot allemand. Ça m'avait frappé parce que sur le bras gauche, il avait un tatouage et c'était un boxeur bleu et un boxeur rouge. Tout ce que ce rocher, si n'est-ce pas, pouvait fournir, a été exploité à fond, de manière à ce que les mères de famille et les enfants qui étaient restés là après le départ des chefs de famille, quoi, hein, puissent survivre en attendant le retour. Il y avait quand même une surveillance très stricte de la part de une sorte de douane maritime allemande, là, la Gast. Et bon, la pêche, il y avait de la pêche, il n'y avait pas beaucoup de ventes, par exemple, mais il ne reste pas moins que quand un bateau rentrait de mer, bon, il y avait toujours une cotoriade qui était donnée gratuitement aux familles où il n'y avait plus d'hommes pour assumer la subsistance. Lorsqu'il y avait dans une famille pas d'abondance, mais enfin quelque chose en plus, quoi. Bon, ben on savait donner également à la famille d'à côté parce qu'on savait qu'elle n'avait rien, quoi. Il y en avait qui avaient quelques-uns de leur famille qui étaient démobilisés comme moi et ceux qui étaient partis, quoi. La famille de ceux qui étaient partis. Les Allemands ont appris très tôt ce qui s'était passé à l'île de Sein. Ils l'ont su très tôt. Ils n'ont jamais cherché à savoir le pourquoi de la chose, ni à exercer la moindre représaille contre qui que ce soit. C'est resté une énigme, ça le demeurera. Et moi, je n'ai jamais compris, parce qu'ils auraient très bien pu, d'une façon ou d'une autre, faire un genre de représailles sur la population siennane, puisque tous les Siennans avaient répondu à l'appel de Gaulle, et qu'ils savaient que l'île était gaulliste. Et qu'il savait que l'île était gaulliste, depuis son maire jusqu'au dernier d'entre nous, quoi, hein, et puis de son recteur surtout. Les Anglais ont mis au point une formule nouvelle de convois escortés. La marine française est aussi présente à ce combat. Nos corvettes et nos avisos font partie des escorteurs. La lutte contre les sous-marins va devenir efficace. La corvette française Aconite en coulera 2 au cours du même voyage. J'étais manœuvrier. On a eu De Gaulle, on a mis comme quartier même manœuvre. Moi, c'était sa spécialité. Un type qui ne savait pas ni lire ni écrire, qui savait bien. C'était dur. Veille incessante de jour et de nuit. Les yeux rivés aux jumelles, les veilleurs